Bonjour. Aujourd'hui, on va étudier rapidement les sujets qui sont sortis au niveau du baccalauréat Polynésie. Donc là, ici, aujourd'hui, je me charge du sujet 1 dans cette vidéo. Alors, je ne vais pas faire le corrigé détaillé parce que ce corrigé détaillé, vous l'avez déjà à disposition sur le site de l'APMEP. Je vous mets le lien en description. L'idée, ça va plus être d'analyser le sujet et de se poser la question donc, de comment est-ce que vous devez vous comporter le jour du bac si vous avez un sujet comme celui-ci. Alors déjà, on a des confirmations qui nous sont données par rapport aux consignes, de l'éducation nationale. C'est que vous avez bien 3 exercices à choisir parmi les 4. Vous n'en choisissez que 3, vous choisissez les 3 que vous voulez. En gros, c'est plus, lequel des 4 vous allez éliminer. Ces exercices, ils sont tous notés sur 7 points. Donc exercice 1 sur 7 points, exercice, 2 sur 7 points, exercice, 3 sur 7 points, exercice 4 sur 7 points également. Donc, 3 exercices sur 7 points, vous comptez que ça fait 21. Alors, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de consignes au niveau des professeurs de mathématiques. Nous, c'était noté note ramenée sur 20, mais on suppose qu'en gros, il y aura un point de bonus dans le sujet. Mais voilà, aucune certitude, ne prenez pas pour tenu ce que je viens d'affirmer. Nous verrons bien lors des corrections. Alors, je vois rapidement. L'exercice 7, donc on a un thème sur les fonctions. Et là, ici, la grosse surprise, c'est donc un QCM à 7 questions. Donc c'est énorme, je m'attendais pas du tout à ce qu'il y en ait un comme ça, c'est assez cadeau et surtout, aucune justification qui n'est demandée. Donc là, franchement, c'est l'exercice cadeau. Je réfléchis même pas, cet exercice-là, je le prends tout de suite. Je regarde vite fait. L'exercice numéro 2. Alors je reconnais assez rapidement le format d'un exercice de probabilité. Je sais déjà ce qui va se passer, hein. Je vais devoir faire un arbre pondéré. On va certainement terminer par une loi binomiale. Ce sont les gros classiques. On enchaîne avec un exercice sur les suites. Et tiens, celui-là, il me dit quelque chose. C'est un exercice que j'ai déjà vu. Avec quelques petites adaptations. Exercice sur les suites, où vous aurez forcément une récurrence. Ici, vous en avez une à la fin. Instance de relation de suite, justifier qu'il y a une suite qui converge, déterminer la valeur de la limite, je suppose que c'est un théorème du point fixe. Et ici, le dernier, un exercice de géométrie dans l'espace. Vous retrouvez les thèmes, donc fonction, probabilité, suite, géométrie dans l'espace. Là, ici, ils ont décidé d'utiliser 4 exercices sur les thèmes vraiment séparés. Exercice numéro 1, QCM. Je vérifie juste vite fait les petites informations. J'ai une seule réponse qui est exacte. Donc c'est bien, il n'y a pas de piège, je peux y arriver. Alors donc là ici, j'ai la fonction g définie et dérivable sur 0 plus infini, g de x égale ln de x carré plus x plus 1. Je reconnais un ln de u, je connais ma formule, c'est du u' sur u. Donc déjà, je sais qu'au dénominateur, j'ai u, du coup, c'est l'une de ces deux réponses-là. Et qu'au numérateur, j'ai u', donc 2x plus 1. Super, j'ai cette réponse-là qui est marquée. On pourrait se poser la question, mais du coup, comment est-ce que je pourrais faire pour vérifier rapidement le résultat avec une calculatrice? Ici, j'utilise la calculatrice Numworks. Vous pouvez demander à la calculatrice de vous afficher un graphique. Le graphique de la fonction logarithme. Alors, si je l'affiche, vous voyez qu'elle est décroissante puis croissante. Sous-entendu, sa dérivée doit être négative puis positive. Vous pouvez regarder du coup très facilement la fonction que vous avez proposée. Donc là ici, moi j'ai proposé la fonction 2x plus 1 sur x carré plus x plus 1. Je vais avoir les deux fonctions qui vont être affichées sur le graphique en même temps. Et je vois bien ici que la fonction rouge est décroissante pendant tout le temps où la fonction bleue est négative. Dès que la fonction bleue devient positive, c'est le moment où la fonction rouge devient croissante. Tout va bien, c'est bien la bonne réponse. Question 2. Attention au gros piège. Vous voyez la fonction ln de x, on vous demande une primitive. Alors faites attention de ne pas vous faire piéger. Donc là ici, la ln de x, vous savez que c'est pas bon, donc déjà vous éliminez la réponse. 1 sur x, vous savez que c'est la dérivée de ln de x. Du coup, c'est pas bon. Il vous reste donc du coup plus que deux possibilités, la C et la D. Je vous invite à calculer la dérivée de cette fonction-là. Vous verrez que quand vous le dérivez, ça simplifie et que ça donne bien ln de x. Déjà par instinct, celle-là, vous pouvez la refuser. Parce que quand vous allez dériver, vous allez avoir quelque chose, c'est du u sur v, vous allez avoir du u'v moins v'u sur v carré, vous terminez avec une fonction divisée par x carré. Donc très peu de chances que ça se simplifie. Donc déjà par élimination, c'est plutôt bien parti pour que ce soit celle-là.
Et je vous invite à dériver. Si vous calculez la dérivée, vous allez trouver ln de x. Question numéro 3. On a une suite définie pour tout n entier naturel. On me demande la limite de la suite. Soit vous êtes capable de la calculer, soit vous ne vous embêtez pas, votre calculatrice va vous faire le travail. Sur votre calculatrice, vous allez sur le mode suite. Donc sur ce mode suite, vous avez donc moi je l'ai déjà rentré d'avance. Quelle que soit la calculatrice, normalement vous avez la possibilité d'avoir un petit affichage graphique. Et donc cette suite, elle a l'air d'aller vers moins l'infini, ce qui est justement une des réponses proposées. Alors je peux éventuellement m'en rassurer en faisant un petit zoom arrière. Donc effectivement, ça a l'air d'aller vers moins l'infini. Donc il n'y a pas de piège, hein, il y a très peu de chances pour que vous puissiez trouver autre chose. Technique rapide aussi pour trouver le résultat. Donc vous allez en l'infini, donc vous pouvez prendre le terme le plus fort en haut et en bas. Le terme le plus fort, c'est 3 puissance n, enfin moins 3 puissance n. Le terme le plus fort au dénominateur, c'est 2 puissance n. Donc moins 3 puissance n va l'emporter sur 2 puissance n. Donc du coup, ce 3 puissance n va vers l'infini, avec un moins devant, ce sera moins l'infini. C'est une autre façon de le trouver. J'enchaîne. Exercice 4. Donc j'ai une fonction f, définie dérivable, dont on me donne le tableau de variation. Attention, lisez bien. Le tableau de variation de la fonction f'. D'accord? Ce sont les variations de f' qui sont données. Donc je regarde vite fait la question. On me parle donc du fait que la fonction f est convexe ou concave. Alors, pour vérifier si une fonction est convexe, ça veut dire que soit vous avez un lien avec les tangentes, soit vous savez que f' est croissante, soit vous savez que f seconde est positive. Là, ici, j'ai les variations de f'. Elle va être concave sur cet intervalle-là, de moins 2 à 0, et elle va être convexe sur cet intervalle-là, de 0 à 2. D'accord? L'autre possibilité aurait été qu'on vous donne le signe de f seconde. Donc, je répète, concave sur moins 2, 0. Alors, concave sur moins 2, 0 est proposé ici. Convexe sur 0, 2. Donc, c'est pas proposé. Donc, aucune des autres réponses ne correspond. Réponse D. Vous arrivez sur l'exercice 5, la question 5, pardon. Donc, attention, encore une fois, vous avez une courbe. Attention, c'est la courbe de f'. La courbe de f', on vous demande l'affirmation correcte pour f. Alors, c'est une histoire de variation. Donc, vous savez que pour avoir les variations de f, c'est le signe de f'. Donc, ici, vous avez f' qui est négative entre moins 2 et moins 1. Donc, c'est-à-dire que f est décroissante sur moins 2, moins 1. F est croissante sur moins 1, 1, parce que f' est positive. Donc là, ici, c'est pas bon. Donc là, de toute façon, les réponses ici, décroissante sur 0,2. Sur 0,2, c'est pas bon, parce qu'entre 0 et 1, c'est positif, donc ce serait croissant. Décroissante sur moins 1, 0, non plus, parce qu'entre moins 1 et 0, votre fonction f' est positive, donc f serait croissante. Alors, f admet un maximum en 1 sur 0,2. Alors, sur 0,2. Sur 0,2, alors effectivement, il y a un changement qui se passe en 1. Entre 0 et 1, la fonction est croissante, elle atteint un maximum, puis après, f' passe dans le négatif, donc la fonction devient décroissante. Vous pouvez imaginer faire le tableau de signes pour que ce soit plus simple, éventuellement. Je peux vous le conseiller. Faites un tableau de signes, répertoriez le signe de f', déduisez-en les variations. Là, ici, je vous affirme que c'est celle-là la bonne réponse. Parce que la fonction est d'abord croissante car f' est positive, maximum, puis décroissante. Là, ici, en 3, c'est pas un maximum parce que la fonction est d'abord décroissante parce que f' est négative, puis après, elle est croissante, donc du coup, elle est ici en 3, c'est plutôt un minimum. Encore une fois, faites le tableau de signes, ce sera plus simple. Bon, j'ai préféré vous le faire rapidement, comme ça c'est visible. Donc le signe de f', négative, positive, négative, positive. Donc voilà, vous avez les signes ici. Du coup, vous avez les variations. Bon, fait un petit peu à l'arraché, vous m'excusez. Donc vous voyez bien que entre 0 et 2, les variations changent, donc c'est pas bon. Vous voyez bien que ici en 1, vous avez un maximum, et qu'en 3, c'est un minimum que vous avez. D'accord? Donc un maximum local entre 0 et 2. J'enchaîne avec la question 6. Donc, une action cotée à 57 €, sa valeur augmente de 3% tous les mois. Augmentation de 3%, c'est une multiplication par 1,03. Vous faites 100% plus 3%, ça fait 103%, ça fait un coefficient de 1,03. Vous utilisez une fonction Python seuil qui vous indique le nombre de mois pour atteindre pour que la valeur dépasse 200 €. Vous savez que vous allez utiliser un while.
Attention, dépasser 200 euros, vous voulez être plus grand que 200 euros, ça veut dire que votre fonction, elle va travailler tant que c'est le contraire qui est vérifié. Donc, tant que je suis en dessous de 200 euros, la fonction travaille. Donc là, ici, vous voyez, vous avez le gros piège, vous avez un supérieur à 200, je le regarde même pas. Parce que vous allez travailler tant que vous êtes en dessous de 200. Donc, je vois ici deux fonctions qui correspondent. Donc, ici, je vois un petit peu ce qui se passe. Là, ici, tant que je suis en dessous de 200, donc le mois gagne 1, donc je passe au mois suivant, et je multiplie ma valeur par 1,03. Celle-là, elle a l'air très bien. Je regarde vite fait les autres pour voir ce qu'il y avait. Alors là, ici, on vous propose de multiplier. Donc, vous avez un for, vous avez une boucle qui se fait 200 fois. On vous dit de multiplier 200 fois par 1,03. Ça n'a aucune logique. Là, ici, donc, votre boucle, elle vous dit que si vous êtes en dessous, enfin, c'est même pas une boucle en plus, ça le fait qu'une seule fois. Ça vous dit que si vous êtes en dessous de 200 euros, vous faites un mois de plus. Sinon, vous multipliez par 1,03. C'est absurde. Là, ici, ils sont vraiment sympas parce qu'ils vous ont mis deux programmes absurdes qui sont totalement faux. Et le seul piège, en fait, c'est celui-là. C'est le while. Est-ce qu'il faut mettre plus grand que 200 ou plus petit que 200? Je répète, il faut mettre plus petit que 200 parce que vous voulez dépasser les 200. Ça veut dire que tant que vous êtes en dessous de 200, il faut travailler. Euh, alors là, si je suis choqué parce que c'est un exercice sur 7 points et il n'y a que 6 questions. Donc bon, bah, c'est pas mal, c'est très gentil de leur part. Euh, Donc j'avoue que je me demande comment est-ce qu'ils vont faire pour mettre 7 points sur 6 questions. C'est assez bizarre. Ok, donc on passe à l'exercice 2. On va regarder très rapidement les principes de base. Dans ce type d'exercice, votre priorité, c'est de faire l'arbre de probabilité. Alors, très rapidement, donc on me parle d'une maladie avec 7% des habitants qui sont affectés. Bon, bah 7%, 0,07. Je vais juste voir vite fait les notations. C'est M, la personne est malade. Mon premier étage, ce sera elle est malade ou elle est pas malade. Malade, 7%. Non malade, 93%. On vous dit qu'on met un test au point pour détecter la maladie. On vous dit que ce test, pour les individus malades, j'ai un résultat négatif dans 20% des cas. Alors, test T, c'est positif. T bar, c'est négatif. Donc, s'il est malade, 20% des cas pour un test négatif. Du coup, 80% des cas pour les positifs. Pour les individus sains, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas malades, le test donne un résultat positif dans 1% des cas. 99% des cas, c'est un test négatif. Attention, je rappelle qu'un test positif, ça veut dire que la maladie est détectée. Si vous regardez bien dans les questions, l'arbre pondéré n'est pas une obligation. Je m'en fiche, vous le faites. Vous faites votre arbre pondéré, il faut que vous soyez sûr de votre coup. Faire l'arbre pondéré, c'est le travail sur lequel vous devez prendre le plus de temps. Vous devez être sûr de l'avoir bien fait. Si vous l'avez bien fait, quasiment toutes les questions vont se faire à toute vitesse. Probabilité de l'événement M inter T. Alors, je compte sur vous pour respecter les notations. M inter T, 0,07 multiplié par 0,8. Calcul terminé. La probabilité que le test de la personne choisie soit positif, donc positif, j'ai ici et ici, du coup, je fais 0,07 fois 0,8 plus 0,93 fois 0,01. Encore une fois, essayez de respecter les notations, mais déjà, vous avez le calcul. En plus, là, ici, ils sont sympas, ils vous donnent la réponse. Dans un contexte de dépistage de la maladie, est-il plus pertinent de connaître... Là, ici, c'est une question intéressante, on n'est pas habitué. Est-ce que c'est plus intéressant de connaître la probabilité de T sachant M ou la probabilité de M sachant T? Soyez logique. Là, ici, c'est la probabilité que le test soit positif sachant qu'il est malade. Vous savez déjà qu'il est malade. Si vous savez déjà qu'il est malade, cette probabilité-là vous intéresse pas tellement que ça. Par contre, c'est le contraire. Si le test est positif, je voudrais connaître la probabilité d'être vraiment malade. Voilà, j'ai fait un test, il est positif, quelle est la probabilité que je sois vraiment malade? Donc, et que je doive respecter un confinement dans ce cadre-là. Alors, en particulier, la question 4, au final, vous répond un petit peu à l'idée, parce que là, ici, on vous dit, on choisit une personne qui a un test positif. Étrangement, une personne sachant T. Quelle est la probabilité qu'elle soit malade? Donc c'est assez rigolo, on vous demande laquelle des deux est la plus intéressante et on fait justement calculer celle-là dans la question d'après. Donc soyez un minimum logique aussi dans la suite des questions. Donc la formule sur laquelle vous êtes attendu, c'est justement celle-là. Comment est-ce que je calcule P de M sachant T? Alors, vous êtes uniquement parmi les gens qui sont avec un test positif, donc il faudra diviser par P de T. Surprise, c'est exactement celui qu'on vous a fait calculer à la question 2.
Alors, et vous voulez donc du coup la probabilité d'être malade, sachant que vous êtes avec un test positif. Donc attention, vous êtes seulement parmi les positifs. Donc P de M inter T sur P de T. D'accord? Le dénominateur correspond toujours à la condition que vous avez fixée. P de M inter T, vous le recalculez, 0,07 fois 0,8. Et P de T, vous réutilisez la valeur qu'on vous a donnée juste avant. Encore une fois, je n'écris pas les résultats. Je vous mets le lien dans la description pour avoir le corrigé de l'AppMap et vérifier toutes vos réponses. Question 5. On choisit des personnes au hasard, donc plusieurs personnes. La taille de population de ce pays permet d'assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise. Donc, c'est-à-dire qu'on ne changera pas les probabilités. On note X, la variable aléatoire qui donne le nombre d'individus ayant un test positif parmi 10 personnes. OK. Préciser la nature et les paramètres de la loi de probabilité suivie par X. Bon, bah, c'est génial. Vous savez qu'au programme, soit la loi elle est quelconque, soit c'est une loi binomiale. Bon, si on vous demande de préciser la nature, c'est forcément une loi binomiale. Gare à celui d'entre vous qui me prétend qu'il ne sait pas la réponse. Vous pouvez dire que l'expérience peut être assimilée avec un E, à un schéma de Bernoulli. Donc je rappelle qu'un schéma de Bernoulli, c'est-à-dire que vous n'avez que deux issues possibles, un échec ou un succès. Donc de 10 épreuves identiques et indépendantes. Elles sont identiques parce qu'à chaque fois c'est la même chose, c'est soit c'est positif, soit c'est négatif. Elles sont indépendantes parce que chaque fois les probabilités sont les mêmes et ne dépendent pas de ce que vous avez obtenu avant. Dont on cherche le nombre de succès. Vous pouvez préciser entre parenthèses, qu'est-ce que c'est qu'un succès pour vous? Ici, ce succès, c'est avoir un test positif. Bon, même si personnellement, je trouve pas ça si positif que ça. À partir du moment où vous avez ça, vous pouvez dire que votre X suit donc une loi binomiale de paramètres n égale 10, c'est-à-dire le nombre d'épreuves, et la probabilité P, donc la probabilité P ici, c'est la probabilité que le test soit positif. Je vous rappelle que vous l'avez ici. D'accord? Donc, il faut être capable d'aller retrouver la probabilité dont vous avez besoin. Donc, probabilité d'avoir un test positif, 0,0653. Donc, toute petite moquerie rapide. Sur le corrigé de l'AppMap, ils vous disent que c'est une loi de Bernoulli. Donc, je ne les féliciterai pas. En question B, on vous demande la probabilité qu'exactement deux personnes aient un test positif. Donc exactement deux personnes, c'est-à-dire que vous voulez P de X égale 2. Je compte sur vous pour connaître votre formule. La probabilité de X égale 2 à 2 dans une loi binomiale, donc 2 parmi 10, coefficient binomial, multiplié par la probabilité du succès à la puissance nombre de succès voulus, vous en voulez 2, multiplié par la probabilité de l'échec. La probabilité de l'échec, vous faites 1 moins 0,0653, qui fait 0,9347. J'ai eu 2 succès, donc ça veut dire que je veux 8 échecs. Vous arrondissez le résultat à 2 chiffres derrière la virgule, puisque c'est 10 puissance moins 2 près. Je me permets de vous rappeler que votre calculatrice gère ces problèmes de probabilité. Alors, 3 façons de résoudre le problème. Dans calcul, donc je peux faire le calcul écrit tel quel. Donc dans probabilité, vous allez dans dénombrement, vous mettez votre coefficient binomial 2 parmi 10, vous écrivez la suite du calcul et vous avez le résultat. Vous pouvez aussi, donc dans votre boîte à outils, donc dans les probabilités, vous avez les lois de probabilité. Nous sommes en train de faire une loi binomiale. Donc là, ici, vous voulez une loi binomiale P de X égale quelque chose, P de X égale 2. C'est le binôme des PDF. Donc ici, je vais indiquer, donc je veux 2 succès parmi 10 avec une probabilité de réussite de 0,0653. Si j'ai pas fait d'erreur, voilà, vous trouvez le même résultat. Et enfin, je vous rappelle que sur les Numworks, vous avez encore mieux. Vous avez un menu probabilité. Vous voulez loi binomiale avec 10 épreuves, probabilité de réussite de 0,653. Vous validez. Et donc là, ici, vous sélectionnez précisément. Alors moi, je veux une valeur précise, donc j'ai un seul trait qui m'intéresse. La probabilité de x égale 2. Et voilà. Donc mis en couleur et vous avez directement la réponse. Je vais juste faire un petit effort de rédaction de la question 6, parce que c'est une question qui est vraiment classique et que vous avez des chances de trouver le jour de votre bac à vous. Alors, vous voulez le nombre minimum de personnes à tester dans ce pays pour que la probabilité qu'au moins l'une d'entre elles ait un test positif soit supérieure à 99%. Donc, c'est-à-dire que vous voulez que la probabilité de X soit supérieure ou égale, vous voulez au moins 1, au minimum 1, donc 1 ou plus. Vous voulez que ce soit supérieur à 99%. Donc 99%, donc en probabilité 0,99. On va le traduire.
Là, le P de X supérieur ou égal à 1, c'est un grand classique. Supérieur ou égal à 1, c'est casse-pied parce que ça veut dire 1, 2, 3, 4 ou plus. Donc c'est un peu long à calculer. Le plus simple, c'est d'enlever le seul que vous prenez pas. Le seul que vous prenez pas, c'est le X égale 0. Donc vous prenez le 100%, le 1, vous enlevez le P de X égale 0. La probabilité de X égale 0, alors vous pouvez utiliser la formule si vous voulez, mais c'est un petit peu dommage parce que ici, vous allez faire 0 parmi n. Là, ici, j'insiste bien, on ne connaît pas le nombre de personnes ici. D'accord? Ici, le nombre de personnes, c'est n, c'est pas 10. Fois le nombre de succès, pardon, la probabilité du succès puissance 0, fois la probabilité de l'échec puissance n. Bon, 0 parmi n, ça fait 1. Quelque chose puissance 0, ça fait 1. Donc du coup, tout ça, vous avez le droit de le retirer. Il y a juste ça à prendre. Donc, je traduis ça en équation. Vous déplacez rapidement déjà ce 1 de l'autre côté. Donc, vous avez moins 0,9347 puissance n qui doit être supérieur à, bon, 0,99 moins 1, ça fait moins 0,01. Bon, déjà, première chose, on va enlever les moins des deux côtés. Bon, vous changez les signes, vous changez l'ordre. Vous avez ici, alors un grand classique, vraiment sauf savoir le faire, une équation avec une puissance. Cette puissance, elle vous embête. Pour vous débarrasser d'une puissance, vous utilisez un logarithme. Le jour du bac, on vous embêtera pas trop avec les justifications, mais n'hésitez pas à mettre un petit mot sur le côté, comme quoi vous savez que ln conserve l'ordre parce que c'est une fonction croissante. Donc, le fait d'utiliser le logarithme vous permet de prendre la puissance et la passer devant en multiplication. Alors, il ne vous reste plus qu'une chose à faire, c'est ce ln ici, vous allez le passer en division de l'autre côté. Attention, ce nombre-là, c'est un nombre négatif, parce que c'est L, vous savez que ln de 1, c'est 0. Donc, si vous avez quelque chose de plus grand que 1, c'est un nombre positif. Si vous avez plus petit que 1, c'est négatif. De toute façon, vous allez vous en rendre compte à la fin s'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, du coup, vu que je divise par un négatif, j'échange l'ordre. Donc, j'ai ln de 0,1 divisé par ln de 0,9347. Alors, là, ici, juste rapidement, ce truc-là, je vais le calculer vite fait avec ma calculatrice. Ça fait à peu près 68,19. Mais attention, 68,19, on sait que ça nous embête. Parce que nous, on sait que notre nombre n, c'est un entier naturel. Donc là, ici, d'ailleurs, vous pouvez le préciser au tout début de l'énoncé. Pour n, un nombre naturel. Donc, je vous rappelle, donc vous avez eu 68,19 à peu près. Vous devez être supérieur ou égal à ça. Sauf que vous savez que vous travaillez avec des nombres entiers, donc le premier nombre que vous acceptez, c'est 69. J'ai le droit de travailler avec des équivalences parce que j'ai bien précisé dès le départ que j'étais sur les entiers naturels. D'accord? Donc là, ici, c'est à partir du 69e, enfin, pardon, c'est à partir de 69 personnes que j'aurai une probabilité que au moins un test soit positif, soit supérieur à 99%. Je vais vous montrer comment on aurait pu avoir le résultat avec la calculatrice. Alors, je vais aller dans le mode suite. Dans le mode suite, je vais rentrer une suite. Alors, cette suite, je vais utiliser les options de probabilité, loi de probabilité, donc loi binomiale. Alors, ici, j'ai le binôme CDF qui me permet d'avoir la probabilité que x soit inférieur ou égal à quelque chose. Donc, celle-là, elle m'embête un petit peu. Je vais utiliser directement celle-là. C'est probabilité de x égale à m. Je vous rappelle que, en fait, je vais prendre du coup la probabilité d'avoir 0 avec une probabilité de 0,653. Hop, je l'écris comme ça. Donc là, ici, vous pouvez lire, j'ai écrit 1 moins la probabilité que x soit égal à 0 pour n épreuves avec une probabilité de réussite de 0,653. Je vais rentrer dans le tableau et j'ai les probabilités qui sont marquées là. Donc, alors à 10, je suis à 0,49. Je vais régler l'intervalle. Je vais demander un petit peu plus de valeur. Je vais aller jusqu'à 100. J'espère qu'il ne va pas m'embêter avec le calcul. Et je vais aller chercher à partir donc de normalement. Alors, ça monte de plus en plus lentement. Donc, est-ce que mon 69, il est bon? Exact. Donc, c'est bien à partir de 69 que je dépasse les 90%. Je répète tout ce que je viens de faire avec la calculatrice. Je suis allé dans le mode suite. J'ai écrit 1 moins la probabilité que x soit égal à 0. Donc, ça, c'est le nombre de succès. Ça, c'est le nombre d'épreuves qui est n, que je connais pas. Et ça, c'est la probabilité du succès. Voilà, c'est une façon de trouver le résultat.
Je coupe la vidéo en 2 parties, je m'arrête là et je vous fais la deuxième partie tout de suite.